Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Maston Pater. Excellent. S'il continue alors qu'il est taillé comme un tuteur en géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. On se retrouve aujourd'hui pour le rewind de la semaine 6. Et comme Aaron Rodgers, je suis venu avec mes meilleurs receveurs de transition pour cet épisode, puisque je suis accompagné de Trey. Salut Trey, comment ça va ? Bonsoir messieurs, ça va, écoute, ça va, j'étais un petit peu malade ces derniers jours, on n'allait pas bien et tout, heureusement on a le football pour aller mieux, voilà. Ouais. On a le football, on a des quarterbacks de renom incroyables, comme Dak Prescott, du coup, ceux qui ont vu les mêmes sur Instagram auront la ref, voilà, donc sinon non, je vais très bien, merci. Bon bah tu étais malade, mais j'espère que tu seras plus Garrett Wilson que Mike Williams. Et nous avons aussi PA avec nous ce soir. Salut PA. Salut les gars, bonjour à toutes et à tous. Ouais, ça y est, hein, le premier tiers de la saison est passé déjà. Donc on regarde un petit peu dans le rétro, et puis on regarde aussi beaucoup en avant pour voir comment la saison va se dérouler. Mais c'est cool. Ouais, ça file à une vitesse folle. On attend pendant 7 mois, on est impatient. Et là, quand tu dis un tiers de la saison, ouais, c'est un tiers de la saison régulière déjà, mais en gros, un quart de la saison globale. Hein. C'est terrifiant, mais on profite à fond. Et on a bien profité de cette semaine 6. Le programme est le même que d'habitude. On va revenir sur l'employé de la semaine, qui est le joueur qui nous a marqué. Notre gros dossier. Un événement qui nous a attrapé, qui a chopé notre œil et dont on a envie de parler. Évaluation avec top équipe, flop équipe. Un compte-rendu de la semaine qui sera un petit peu spécial au vu des événements du jour. Et on ira déjà vers la semaine 7. Mais avant ça, l'instant promo. Trey a magnifiquement parlé des mèmes sur Instagram. Ça fait partie des rendez-vous qu'on essaye d'être réguliers. Donc abonnez-vous sur Instagram, sur Twitter, sur YouTube et sur Twitch. Ce sont les 4 plateformes où vous avez le plus de chances de nous trouver. Et si vous voulez échanger avec nous, mieux encore, venez sur le Discord. On est toujours de plus en plus nombreux. Et si vous voulez comprendre ce qui se passe sur le terrain, rendez-vous dans le canal des Panthers pour des échanges entre PA et Franz des Ballers. Voilà. Pour tous les aficionados des duels receveur-cornerback. Il faut le dire quand même, il y a beaucoup d'animations dans le Discord parce que tu viens pas pendant à peine 24 heures. T'as une palanquée de chat où ça a parlé. c'est incroyable. Vraiment, c'est super l'ambiance. Ouais. Non, mais tu fais bien de le dire. Hein. Pour être transparent, une journée de travail, j'arrive à 9h30 et si je pars à 19h, j'ouvre l'appli, mon trajet retour de 40 minutes, je peux vraiment passer de chan en chan et lire les conversations. Parce qu'il y a quand même un chan pour chaque équipe, il y a un chan pour parler de tous les matchs. Nous, on a notre chan entre nous quand même pour s'organiser un peu. Hein. Nos bureaux privés avec la petite pancarte interdit d'entrée réservé au personnel. Donc ouais, il y a vraiment de l'animation, c'est bonne ambiance, il y a franchement hyper heureux de la commu, jamais de dérapage, toujours les bons mots, les bonnes discussions. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien, peu importe où vous êtes, il est soit dans la description de l'épisode, soit en description du compte de la plateforme où vous êtes. C'est impossible de passer à côté. Messieurs, nous allons revenir sur cette semaine 6. Et comme je l'ai annoncé dans le programme, on va commencer avec l'employé de la semaine. Et je vais lancer PA en premier, puisque nous avons des joueurs de la même équipe. Donc on va commencer tranquillement avec PA, qui nous parle d'un joueur presque habitué à recevoir les honneurs. Bah effectivement, presque habitué, mais en fait, on n'en a pas parlé depuis le début de saison. J'ai regardé un petit peu les derniers conducteurs depuis la week 1 et il fait son petit bout de chemin. Alors effectivement, son équipe avait débuté par un 0-2, donc peut-être aussi qu'il y avait cet aspect-là. Donc je parle évidemment pour le coup de Will Levis, exactement. Parce que l'équipe n'est plus en 0-2, mais elle a cumulé encore des défaites. Non, Lamar Jackson, double MVP de la Ligue, quand même, rappelons-le, qui nous a sorti un très très bon match contre les Commanders, j'ai trouvé, une jolie fiche à 20 sur 26, 323 yards, une interception
qui peut être un petit peu perçu pour sa pomme ou pour, il me semble que c'était Likely de mémoire. À voir comment on considère, est-ce que la balle, elle est un petit peu trop en avant ou pas? Mais ça n'a pas empêché les Ravens de l'emporter 30-23 contre Washington. Et ce que j'aime bien, c'est que du coup, j'ai regardé un petit peu les statistiques sur les dernières semaines. Il est un petit peu moins présent à la course. Quand il fait des courses, il va y avoir une très longue et sinon après, c'est des petits gains de 3-4 yards pour justement gagner, une première tentative. Il laisse plutôt le jeu de course à Derrick Henry qui s'en sort apparemment pas trop mal. Et puis pour le coup, sur les 2 derniers matchs, je trouve qu'il y a une vraie connexion qui est en train de se refaire avec Zay Flowers, parce qu'on l'avait un peu perdu, je trouvais, sur les 4 premiers matchs. Là, Flowers, il est à 132 sur ce match-là et 111 yards sur le match précédent. Donc vraiment, il y a quelque chose qui est en train de enfin recliquer entre les deux. Il manque plus que la finition pour Flowers, parce qu'il a marqué qu'un seul touchdown sur la week 1-2. Et puis voilà, après Jackson, bah, à la passe, il est à 1500 yards, hein, il est 7e ou 8e QB de la ligue. Il est à 400 yards à la course. Juste comme ça, pour remettre en perspective, il est devant des running backs, par exemple Bijan Robinson ou Najee Harris, en termes de statistiques. Comme tous les ans. Hein. Comme tous les ans. Donc ça vous pose le bonhomme et ça montre aussi que la ligne offensive sur le pass pro a quelques difficultés, mais sur les run block est plutôt excellente, je trouve. Donc voilà. Donc je voulais le mettre en avant sur cette semaine-là, parce que pour le coup, je trouve qu'il a fait un vrai, vrai bon match. Un match de patron, un match solide, et voilà. Pour être transparent avec toi, j'ai failli mettre Derrick Henry, mon joueur de la semaine. Je trouve vraiment que... c'est terrible de dire ça, j'ai l'impression de voir mon ex s'amuser avec un autre gars, mais sérieusement, en fait, Derrick Henry, il change la face de cette équipe. Pas que Lamar était déjà fort au sol, était déjà une menace, il avait des running backs très corrects et une ligne qui fonctionnait bien. Mais là, en fait, c'est un calvaire pour les défenses. Ce que les Titans avaient fait avec Tannehill et Derrick Henry, les saisons où ils ont fait 11-6, 12-5, premier de l'AFC, machin. En fait, cette menace, elle est 1000 fois plus réelle avec Lamar. Lamar, il fait tout mieux que Tannehill, il court mieux, il lance mieux. Et ouais, je me mets à la place des coordinateurs défensifs qui jouent les Ravens. Heureusement que là-dedans, t'as entre guillemets pas encore un vrai receveur 1 bien installé, même si Flowers est en train de prendre cette place, mais que t'as pas un gars dimensionné le step du dessus, parce que sinon, offensivement, pour arrêter cette équipe, c'est quasiment impossible. Hein. Tu sais jamais où est-ce que ça va partir. Moi, je les trouve effrayants, et j'ai lu ce tweet. Malheureusement, je n'en ai pas la paternité, et je ne sais plus de qui je l'ai lu, mais que j'ai trouvé hyper pertinent. En fait, Lamar Jackson, il est plus efficient dans la passe cette année que sur ces 2 saisons de MVP, je trouve. Je trouve que ses choix sont bien meilleurs, qu'il y a bien moins de déchets. Et ouais, je me dis, alors est-ce que vraiment il y a moins de déchets, ou est-ce qu'en fait il a moins à forcer parce que la menace d'Eric Henry fait qu'il y a plus de place dans le fond du terrain, quoi. Ouais, et puis il a des receveurs, en tout cas avec des mains solides, receveurs vraiment global, je compte les tight ends dedans, qui dropent beaucoup moins de ballons. Et puis voilà. Et puis il y a eu des schémas de jeu sur ce week-end où c'était Likely qui a été ouvert, mais genre il y avait personne autour de lui sur 15 yards. Donc ça aide aussi effectivement déjà à trouver sa cible facilement et puis à faire des stats. Mais ouais, je te trouve présent. Et pour le coup, c'était un match relativement serré quand même contre les Commanders, parce qu'ils ont réussi à bien remonter. Il a jamais paniqué et il a mené son équipe voilà, jusqu'à 30 points. C'est jamais anodin de mettre 30 points en NFL. Et pour le coup, pour agrandir un petit peu le schéma ou la vision du truc, Henry, en fait, il fait quand même des grosses courses, mais sinon, c'est à chaque fois des petits gains sur des petits gains sur des petits gains. Puis à un moment donné, il va te faire une course de 20-30 yards. Donc c'est vraiment un mec aussi qui fatigue énormément les défenses. Et ça aide forcément sur le jeu de passe, sur le jeu de course. Et sur une des dernières actions des Ravens, il y a une vidéo que j'ai vue pareil sur Twitter, et je ne sais plus qui l'avait postée, où on savait que ça allait être un jeu de course. C'était évident parce qu'il fallait égrener le chrono, etc. Et en fait, Washington s'est senti obligé de malgré tout mettre un safety à 5, 6, 7 yards de la ligne de scrimmage pour justement anticiper le fait que Jackson il peut partir avec le ballon. Donc vraiment, ce danger permanent-là, et ça t'empêche pour une défense d'avoir 11 mecs dans la boîte, qui normalement fait quand tu as un QB beaucoup, beaucoup moins mobile. Là, tu es obligé d'avoir un safety un petit peu en retrait au cas où la menace Jackson arrive à s'échapper et à contourner le truc. Donc c'est même dans l'esprit des défenseurs, ça doit être très très compliqué à gérer ce truc-là, quoi. Ouais, cette action dont tu parles, pour la resituer aux gens,
Lamar prend le ballon, fait mine de partir à droite de sa ligne. Et en fait, c'est Henry qui la récupère et qui court vers la gauche de sa ligne. Et tu vois 2 défenseurs dans le fond du terrain qui se décalent du côté de Lamar. Et en fait, ça crée un écart complètement fou. Trey, je te laisse rebondir si tu as un mot à dire sur Lamar. Et puis, je te laisserai faire ta transition sur ton joueur, puisque nous sommes au même poste. Ça marche. Bah écoute, en fait, ce qui est intéressant de noter, effectivement, c'est que la présence d'Eric Henry aujourd'hui, j'ai l'impression qu'elle libère encore plus Lamar Jackson. On a l'impression que c'était presque le seul à courir avant ça. Et en fait, là, ça ouvre tellement de possibilités d'avoir un mec comme Henry qui peut partir de n'importe où. Et en même temps, il peut ne pas avoir le ballon et c'est Lamar qui l'a. Et du coup, ça part de l'autre côté. Enfin, je pense que offensivement, ça donne vraiment beaucoup de pistes pour Baltimore, ce qui fait que ça marque plein de points et effectivement, ça gagne des matchs, quoi. Petit bémol tout de même, on vient de passer la 6e semaine, ils sont qu'à 4-2. Ils sont à 4-2 avec une lose contre les Raiders, on va pas forcément revenir dessus, mais une lose contre les Chiefs. Et surtout, en fait, ce que je vois, moi, de mon côté, c'est qu'ils encaissent beaucoup de points. Donc, ok, offensivement, ça marche. Est-ce que défensivement, par contre, il n'y a pas quelque chose aujourd'hui qui manque un petit peu dans cette équipe pour pouvoir véritablement, une nouvelle fois, j'ai envie de dire, aller au bout? Parce que c'est la même chose chaque année. Chaque année, on dit les Ravens sont forts. Ils arrivent en play-off. Et en play-off, malheureusement, ça ne fait pas le boulot que ça devrait faire. Donc, j'attends quand même de voir ce que ça va donner. Je suis assez curieux de voir la suite de la saison pour Baltimore à ce niveau-là, quoi. Ouais. Non, mais tu as raison d'être en mesure, on va dire, puisque tous les ans, c'est un peu cette même histoire. Et ouais, il y a pas mal d'équipes en AFC qui peuvent les enquiquiner. Je te laisse enchaîner, du coup, ton joueur de la semaine, Trey. Toujours au poste de quarterback. De la semaine, bien sûr, toujours au poste de QB. Pourquoi ? Parce que ce mec, de semaine en semaine, je le trouve incroyable. Je trouve qu'il gagne en maturité fortement et je me dis qu'il a encore de belles années devant lui. C'est Jared Goff qui fait encore un super match avec Détroit. Détroit, belle victoire. 315 yards, 3 touchdowns. Un petit rating à 153.8. Voilà, juste comme ça pour montrer un petit peu l'ampleur du travail. J'ai trouvé qu'il avait découpé, quoi. Vraiment, cette défense des Cowboys, ils étaient sur le bio, c'était un boucher. Et franchement, ce mec, je trouve juste que on a mis un peu son talent en doute à un certain moment. On s'est dit non, finalement, il a pas le talent qu'on pensait qu'il aurait, etc. Alors que pourtant, il a pas fait pire que certains QB qu'on a pu voir passer. Et il a été saccagé, et depuis qu'il est à Détroit, il s'éclate, et de le voir sur un terrain, c'est vraiment une régalade, quoi. N'hésitez pas à aller voir le top 10 des QB que nous avons fait en live il y a maintenant quelques semaines, puisque nous parlons de Lamar Jackson et Jared Goff. On vous laisse découvrir qui les a mis où. Je pense que cette vidéo sera encore plus drôle à la fin de la saison. Et je pense déjà que ça se trouve, on réviserait nos jugements aujourd'hui. C'est ça qui est fou. Il y a seulement 15 jours, un truc comme ça. Et je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on reviendrait sur des trucs qu'on a dit, tu vois, au niveau de placement et tout. En théorie, non, parce que la consigne, c'était si je les prends sur la ligne de départ. Après, oui, sur la ligne de départ, il est vrai. Mais vous n'avez pas pu tous, moi y compris, être, comment je pourrais dire, on a forcément été touchés par le début de saison quand même. Ça avait eu un impact sur les choix. Et c'est vrai qu'il y a des joueurs qu'on voit un peu différemment quand on voit un peu passer les semaines comme ça et tout. On se dit, ah là là, quand même, lui, c'est vrai qu'il faut quand même mettre du respect. Mettez du respect sur Jared Goff. De toute façon, j'annonce, à la fin de la saison, je pense qu'il faut qu'on fasse un live à 6, qu'on prenne la meilleure et la pire take de chacun et qu'on fasse un tribunal. je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose de mémorable. Ça va être une belle soirée, à mon avis. Allez, pour mon joueur de la semaine, je reste dans la même équipe que toi, puisque moi, je vais parler de Montgomery. Tu as parlé de découpage. Et, Dallas s'est fait découper vraiment dans tous les sens, dans les airs comme au sol. À leur décharge, il y avait des absents en défense. C'est pas la meilleure défense qu'on a vue des Cowboys sur les 3 dernières années. Mais quand même, fallait dérouler ce football. Ils ont passé 47 points. Et vraiment l'impression
s'ils en avaient mis 70, pas choqué, quoi. À la fin du match, ils s'amusaient. Ça alignait des gros linemen en position de receveur avec des tracés assez fantastiques. Enfin, on sent une équipe qui se fait kiffer. Et je trouve que Montgomery au sol, il est incroyable. Déjà, je crois que c'est un des 3 seuls running backs qui a mis un TD à tous les matchs avec Kyren Williams et Derrick Henry. Donc il a ce côté ultra décisif. Et cette année, encore plus que la saison dernière, où je le trouvais déjà énorme. Mais ouais, en fait, c'est un baby Derrick Henry. Je vois un bulldozer inarrêtable derrière une ligne qui est top 3 de la ligue. Et encore, voilà, vous la mettez où vous voulez sur le podium. Mais en tout cas, elle ne descend pas du podium. Ça, clairement, la ligne des Lions est impressionnante. Et surtout, son duo avec Jahmyr Gibbs fonctionne bien et ils font partie un peu de la réponse à cette équation de comment tu optimises un maximum Jared Goff. Typiquement, c'est le genre de QB, c'est peut-être pas le plus gros talent naturel de la ligue. En revanche, si tu lui mets les bonnes armes et que tu le protèges, il te montre pourquoi il est en NFL et pourquoi il y est depuis plusieurs années. Surtout pourquoi il a déjà joué en Super Bowl. Enfin, là, il a des armes de partout. Et ça se ressent. Et voilà, aujourd'hui, je voulais plutôt mettre l'accent sur Montgomery. Vraiment, c'est Lions. Hein. Je pense que c'est vrai. Ils sont sacrément impressionnants. Moi, je sais que. Enfin, je veux dire, il n'y a pas un match que j'ai vu jusque-là où j'ai fait ouais, bof. Je crois qu'il y a quoi? Il y a contre les Buccaneers, non? Un truc comme ça où c'était pas. C'est le petit truc qui dénote, mais ils avançaient sur ce match-là, ils avançaient. C'est juste c'est ce que j'allais en dire. red zone où ils n'avaient pas réussi à transformer en touchdown. Je trouve que ça donne du spectacle. Hein. On s'ennuie pas, quoi. On s'ennuie pas et Dan Campbell fait un putain de boulot, franchement. Un gros respect. Hein. C'est la meilleure équipe de NFC pour toi, PA? Ou est-ce que tu mets les Niners non, les Lions. Complet devant. Les Lions. Les Lions, mais du coup, on aura un autre sujet. Moi, j'aborderai un autre sujet. Mais oui, en état, les Lions. Et le front office des Lions, c'est d'accord avec toi, GG, hein, parce qu'on a appris ce week-end que Montgomery était re-signé pour 2 ans supplémentaires, alors qu'il lui restait encore 2 ans de contrat de mémoire pour 18 millions, donc 9 millions l'année. Ouais, et franchement, c'est un bon deal des deux côtés. Ouais. Parce que lui, ça lui assure de l'argent dans la durée et ça défonce pas ton cap space à donner 17 millions à un running back. Quoi. Ouais. Vraiment l'affaire gagnante de ouf. Mais il faut rappeler que c'était Jamal Williams qui était à sa place avant et qui avait tout de suite. Donc ça avait été un risque à l'époque des Lions de laisser partir Williams. Au final, ils ont été gagnants. Donc, Mais Williams, il avait pas mis genre 12 ou 15 TD. Là, c'est énorme. Enfin, c'est là où tu vois que la ligne, ça joue beaucoup. Quoi. C'était le finisseur, quoi. C'était vraiment le bulldozer. Mais PH, je te rends la parole. On va passer au gros dossier. Et le tien se situe toujours à Détroit. Ouais. Puisque de l'autre côté du ballon, il y a eu une moins bonne nouvelle. Ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu dommage de voir des blessures de joueurs, mais en plus, quand ça touche la star de ton équipe, c'est encore plus dommageable. Donc, Aidan Hutchinson qui s'est explosé le tibia, j'ai pas d'autres termes. Si vous êtes sensible, n'allez pas voir les images parce que c'est assez affreux. Et même si vous n'êtes pas sensible, ça reste affreux. Au-delà de la perte donc sur le match, il n'y a pas eu trop de conséquences parce que le score était déjà fait. Hein. C'est que durant le 3e quart-temps, il y avait déjà 34-6. C'est surtout la suite, quoi. La suite, qu'est-ce que vont devenir les Lions? Parce que pour le coup, c'était vraiment la menace principale en défense sur la D-line. Je vois pas quelqu'un prendre le relais, alors pas à son niveau, parce qu'un joueur de ce talent-là, tu peux pas le remplacer en claquant des doigts. Mais un joueur qui puisse prendre un peu le relais, en tout cas sur les pressions que pouvait mettre Hutchinson sur le quarterback, ça va être compliqué. Et il y a une vraie progression du backfield défensif. J'ai peur que ça redescende un petit peu s'il y a beaucoup moins de pression sur les QB adverses. Donc les prochaines semaines vont être importantes sur les entraînements pour les Lions pour préparer aussi des plans de jeu, des schémas de jeu défensifs sans Hutchinson. Et puis pour les équipes adverses, de voir un petit peu comment ils vont attaquer aussi ces Lions New Look sans avoir cette menace immense qui est Hutchinson. Donc voilà, dommage pour l'année NFL, dommage pour les Lions. Est-ce que ça remet en cause leur statut de favori ou contender très, 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 très fort de NFC? Ça, chacun verra un peu midi à sa porte. Moi, je les vois toujours encore en très bonne course, mais c'est vrai que ça met un énorme grain de sable dans la magnifique machine. Du coup, Trey, est-ce qu'à la place des Lions,
tu sacrifies potentiellement ton premier tour de l'année prochaine pour aller chercher sur le même poste un joueur de calibre All-Pro et te dire, cette année, il y a quand même une ouverture en NFC, en dehors des Niners, il n'y a personne de trop sérieux, ou en tout cas à notre niveau. On doit aller au Super Bowl. Est-ce que ça te paraît un move cohérent où tu te dis, pas de précipitation, le groupe est jeune, on garde les assets et il y a du temps, quoi. C'est assez difficile comme question parce que tu dis il n'y a personne, il y a quand même les Vikings dans leur division à 5-0. Quand je dis il y a les personne... Vikings, non mais les Vikings jusque-là sont très surprenants. Donc du coup, est-ce que tu vas vraiment te séparer de ton futur entre guillemets alors que tu sais même pas si aujourd'hui tu es en mesure de remporter ta division parce que les Vikings, chaque fois qu'on les voit, on se dit le prochain match ils gagnent pas et ils gagnent. Donc du coup on sait plus vraiment sur quel pied danser. Est-ce qu'ils vont s'arrêter un jour et est-ce que c'est juste une belle passade qu'ils ont et ça va s'arrêter et tout. Donc je sais pas, c'est moi je pense pas que j'irai hypothéquer un peu l'avenir parce que Détroit est une très bonne équipe, elle s'est très bien construite et je pense que profiter une nouvelle fois d'un premier tour de draft l'année prochaine serait très fort. Après c'est sûr qu'on en rigolait en off, mais si tu vas chercher Max Crosby, ouais, tu peux donner ton premier tour. Bah ouais, bien sûr. Mais faut-il encore réussir à aller le chercher? Donc, est-ce que tu peux vraiment avoir quelqu'un de ce calibre seulement pour un premier tour? J'en sais rien. Ça me paraît délicat. J'aime bien ta démonstration. Il y a un seul point que je questionne, et du coup, cette fois, je veux bien l'avis de PA. Si demain, on est en playoff, Lions-Vikings, je vais poser une question, mais à laquelle je vais donner moi ma réponse en même temps. Est-ce qu'on n'est pas à peu près tous d'accord que si demain ils s'affrontent en playoff et qu'on doit pronostiquer le match, on met tous Lions? Ou est-ce que vraiment on pense que les Vikings, même avec ce qu'ils montrent là, c'est potentiellement durable? Enfin, moi je donne énormément de poids au vécu et à l'expérience. Et en fait, j'ai l'impression qu'en dehors des Niners, il n'y a personne qui s'assoit à la table des Lions en NFC, quoi. En termes de coaching, les Vikings, ils ont toujours Brian Flores qui a vécu quelques matchs assez serrés en playoff, donc défensivement, j'aurais pas trop de doutes. Après, l'avantage que nous, on peut avoir, du coup, je vais répondre un petit peu à côté, mais l'avantage que l'on va avoir, c'est qu'ils vont se rencontrer 2 fois dans l'année. Donc déjà, je pense qu'on aura un visu sur les réelles forces en présence. À l'instant T, oui, j'aurais du mal à voir les Vikings remporter le match contre les Lions. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, effectivement, ils ont été surprenants et pour le coup, les Vikings, à l'heure actuelle, ne sont pas touchés par les blessures non plus. Alors, on ne met pas non plus tout ce qui s'est passé durant la off-season côté Vikings, évidemment, mais sur l'équipe qui était en place au début de la saison, pour le coup, il n'y a pas de joueurs majeurs blessés et j'ai l'impression que toutes les autres équipes commencent à être un petit peu touchées. Donc, pour le coup, si eux, ils réussissent à garder un petit peu cette bonne étoile au-dessus d'eux, ça peut aller très très loin pour les Vikings. Ouais. Fun fact, le prochain match, c'est les Lions à Minnesota. Magnifique. Donc la transition, elle est directe. Et le dernier match de saison régulière, c'est le face-off à Détroit. Donc ouais, ça nous annonce vraiment un gros débat pour cette division parce que là, au final, on va se dire ça va se jouer là-dessus. Même peut-être même sur la conférence selon comment ça se passe pour les Niners qui sont bons. Les Niners, tu les vois, tu dis ouais, ok, ça joue bien, mais pour autant ils sont pas du tout en maîtrise au final. Quand tu vois le classement, tu te dis juste ok, ils sont pas là où ils devraient être presque en fait en termes de record là. Donc ouais, il y a deux gros affrontements qui vont donner, à mon avis, la suite du programme pour ça. Est-ce que le prochain match contre les Vikings, du coup, pour les Lions, sera pas décisif finalement? Est-ce que si tu perds pas contre les Vikings, prochain match, tu peux pas te permettre de dire, ok, bon les gars, les Vikings sont quand même forts. Nous, on l'est pas autant. Je sais pas, j'en sais rien. Je sais pas. En tout cas, cette div, elle va être intéressante parce qu'il y a quand même les Packers en 4-2 qui ne sont pas toujours rassurants ou inquiétants. On a un peu du mal à les situer, mais ils sont en 4-2. Et des Bears qui ont certes gagné 4 matchs assez simples à gagner, mais il fallait le faire. Là, on est clairement dans The Division cette année où... Enfin, j'aurais pas mis une pièce en me disant c'est la division où toutes les équipes, après 6 semaines, elles ont un grand maximum de défaites, quoi.
Oui, bah de toute façon, C'est c'est la les stat. seniors de l'année dernière. C'est pas la stat record là, je sais pas quoi, le record en mode la première division depuis je sais plus quelle année à avoir les 4 équipes en 4 victoires. C'est pas ça que j'ai vu passer là. Ah, possiblement. Les Ouais, Américains, ouais, ils aiment tellement les stats. Ouais, non, je crois, je vais pas annoncer d'année parce que je risque de me planter parce que j'ai vraiment pas enregistré, mais ça fait très longtemps que c'était pas arrivé d'avoir 4 équipes. Je crois depuis l'entrée des Texans en 2002. Il me semble que j'ai lu un truc comme ça. Donc ça doit faire près de 20 ans qu'on n'a pas dû voir une division avec les 4 équipes en 4 victoires. Putain, c'est énorme. Ça annonce la couleur. Je te laisse la parole, Trey, puisque toi, tu vas parler d'un quarterback qui risque d'attendre un petit peu avant de gagner 4 matchs. C'est depuis 2002 pour préciser. Très. Ouais, c'est ça, du coup, depuis l'arrivée des Texans. Ouais. Bien vu. Et ouais, du coup, bah moi, je vais parler d'un petit gars que j'ai déjà parlé en fait auparavant. Je vais parler de Drake May parce que j'étais curieux de le voir sur le terrain. Je l'avais annoncé il y a quelques semaines de ça. J'avais dit, on aimerait bien voir Drake May quand même parce que Jacoby là, il est gentil, mais bon, s'il pouvait aller passer un coup de balai dans le vestiaire plutôt que de lancer des ballons, ça serait mieux. Et donc, je me suis dit que j'étais en tout cas prêt à regarder un petit peu ce qu'allait nous promettre Drake May. Et je rappelle quand même que je faisais partie des irréductibles à dire non, je ne veux pas de QB à New York parce qu'on aura du mal à aller en chercher un. Le seul qui me ferait vraiment de l'œil, ça serait si on arriverait à aller chercher Drake May. On n'a pas réussi, malgré les tentatives. Il y a eu des connexions, des tentatives. Ça n'a pas été le cas. Drake May a toujours eu ma préférence du coup sur cette draft. Et il me tardait en tout cas de voir ses premiers pas sur le terrain. Et bon, ce fut délicat, ce fut compliqué, on va pas se mentir. Mais en même temps, la situation dans laquelle on l'a mis, voilà, c'était quand même pas rien. Il s'est tapé les Texans qui étaient très très chauds, qui l'ont écrasé 4 fois, je crois, sur le courant du match. Il a pris Will Anderson 2 fois sur le paletot. Il n'a pas compris ce qui se passait. L'apprentissage a été un peu douloureux, mais je trouve qu'il s'en est sorti un peu honorablement et que sa progression a été notable au fur et à mesure du match. On voit qu'il a pris en confiance au long du match. Il avait des passes qui étaient bien plus précises. Il a beaucoup fait courir, je trouvais au début. Même d'ailleurs, le premier drive, finalement, il rentre avec 2 courses. Il fait une passe pour se débarrasser du ballon parce qu'il ne trouve pas de solution. C'est 3 and out et ça sort. Et au fur et à mesure, il a pris confiance, il a lancé un peu plus le ballon, il a mis vraiment des jolis lancers, notamment un au milieu de terrain en 3e quart-temps sur Hunter Henry là, au milieu de terrain. C'était vraiment le petit toucher là, j'ai bien apprécié celle-ci, avant d'ailleurs de lui laisser une passe de touchdown un peu plus tard. Ouais, voilà, j'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais j'ai pris du plaisir à voir un petit gars comme ça qui débarque, qui est mis dans de sales draps et qui pour autant fait un bon match, un match correct pour se lancer en NFL. Ça te va comme résumé, PA, compliqué mais prometteur? Ouais, compliqué, effectivement. Il y a 3 turnovers quand même. La première interception est bien vilaine, la deuxième pas trop pour lui. Ouais. Et puis le fumble, écoute, voilà. Je n'ai pas trop envie d'en parler parce qu'il y a eu une action juste avant. Je laisserai les personnes regarder d'elles-mêmes. Mais il y a un face mask énorme contre Gibson qui est pacifié par l'arbitre. Tout le monde l'a vu, sauf les arbitres. Et derrière, il y a un strip sack. Bon, écoute, la narrative aurait pu être un petit peu différente. Mais après, sur le match complet, il a fait lever les foules, il a fait vibrer. La passe de touchdown pour Bouty, elle est... Oui. J'avais oublié, ça faisait très longtemps, depuis 2019, j'avais oublié qu'on avait le droit de lancer le ballon de plus de 10 ou 15 yards. Donc ouais, j'ai eu des petits frissons. Ça a fait du bien. J'ai gueulé dans la maison. Mon petit garçon, il fait qu'est-ce qui se passe? C'est qui Drake? Je lui ai dit c'est ton nouveau tonton. Mais non, bien. Il y aura des choses à peaufiner, on le savait. Mais pour le coup, la ligne offensive a plutôt bien tenu contre une très grosse défense des Texans. Donc, est-ce que May est déjà pour quelque chose? C'est possible. On verra sur les prochains matchs ce que ça va donner. Il y aura de toute façon des hauts et des bas, on le sait. Mais voilà, il a apporté une étincelle à l'attaque et tu as senti que les receveurs étaient beaucoup plus contents de jouer avec lui que de jouer avec Brissett parce qu'ils étaient visés et ils avaient le ballon. Donc oui, si ça apporte un petit vent frais, au moins dans le vestiaire et puis sur le terrain côté offensif, ça peut être que bénéfique pour les Patriots. Ouais,
C'est un bon résumé. Tu as parlé du face mask. Ne me lance pas sur l'arbitrage, puisque pour révéler les coulisses, quand j'ai préparé le conducteur, j'ai d'abord mis l'interférence de passe sur DeAndre Hopkins qui coûte le match aux Titans contre les Colts, clairement. Franchement, je me suis senti voler. Puis après, je me suis dit, de toute façon, on est nul, qu'on gagne celui-ci ou pas. Ça ne change pas grand-chose. Restons positifs. Et du coup... J'ai l'impression que t'es un G-Man là quand tu dis ça. Hein. Avec les collègues Giants, c'est ce qu'on se dit tous les jours. Hein. C'est incroyable. Ah bah franchement, Titan Giants, ouais, la notion de plaisir est assez éloignée de nos équipes. Là, et encore, vous avez Malik Nabers, vous me dites, si un jour il y a un mec pour lui lancer la balle, ça peut être sympa. Ouais. Nous, on a Calvin Ridley, on lui dit, il vient, il fait, je suis jamais target. Du coup, on lui envoie 8 targets, je mets des gros guillemets pour ceux qui n'ont pas l'image. On lui lance. Voilà. 8 targets officieusement, c'était la foire à la saucisse. Enfin bon, j'en suis venu à me dire, franchement, Anthony Pollard, bonne pioche, alors que c'était un recrutement normalement très accessoire, complémentaire. Enfin bon, je vais pas trop dériver. Donc j'ai décidé d'être positif et de dire que je me suis régalé devant le match entre les Bills et les Jets. Vraiment, c'est un des matchs depuis le début de saison qui m'a fait vibrer. Déjà, ça a été serré. Tout le match. Ça finit à 23-20 pour les Bills. On a eu des grosses actions. On a eu des joueurs à leur niveau. Ça se joue à rien. On a eu la classique en plus. Toujours un Hail Mary d'Aaron Rodgers. Ça fait toujours plaisir à voir visuellement. Assez hallucinant cette capacité à lancer la balle, même s'il est bien aidé par Allen Lazard qui est une sorte de grand baobab et qui récupère tout ce qui est très très haut et pas tout ce qui demande un peu de finesse. Malheureusement, il a été planté par son autre baobab, Mike Williams, qui lui est resté les 2 pieds dans le sol sur l'action décisive du match. Non, franchement, c'était un match très très sympa. En plus, il y avait des conditions un peu devant, un peu dantesques, qui n'ont pas facilité la vie des kickers. C'était... Zuerlein, oh là 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 là. Je pense qu'il aurait pu blesser des gens avec ses coups de pied. Mais en tout cas, des Jets qui, malgré la défaite, ont été, je trouve, plutôt rassurants. Des Bills, où, sans James Cook, ils arrivent à faire ce match-là, avec un Ray Davis au sol ultra intéressant. Non, franchement, je me suis régalé de A à Z. Et là, c'était vraiment pur plaisir. Limite, ce match, je suis pas... J'ai même pas voulu revoir des actions, aller analyser des trucs. Je me suis dit, reste sur le sentiment que tu as eu de temps en temps, ça fait du bien de kiffer comme ça. Et on aura l'occasion d'en reparler, mais Aaron Rodgers a sorti la carte Joker pour avoir un peu d'aide. Allez, messieurs, on a pas mal traîné. Je vous propose d'aller un peu plus vite sur l'évaluation. Top équipe, flop équipe. À qui je vais donner la main pour la top équipe? Allez, on va rester en AFC. Ouais, moi, j'ai pas eu l'occasion de voir beaucoup de matchs, donc je parle beaucoup de ceux que j'ai vus et j'ai parlé de Drake May, donc du coup, je vais parler de ce qui s'est passé en face, les Texans, parce que vous savez que j'aime bien cette équipe quand même et que pour le coup, en fait, il y a pas photo, il y a pas photo. On voit la supériorité des Texans sur la rencontre. En face, ça ne peut rien faire au global. Les Patriots ont fait ce qu'ils pouvaient, notamment avec Drake May qui va quand même chercher 3 TD à la passe. J'ai globalement trouvé les Texans très en maîtrise, défensivement vraiment très 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 lourd. Franchement, ça allait de tous les côtés. Stroud qui était, c'est vrai que je me rappelle, on va revenir sur le top 11 QB qu'on a fait où je l'ai mis un peu haut, et c'est vrai que je trouve que sur cette début de saison il n'est pas époustouflant, mais il fait le travail en fait. J'ai l'impression qu'il est là, c'est dosé en fait, c'est pas extraordinaire, mais ça fait exactement ce que ça doit faire et ça réussit et ça marche en fait, et ça fait 41-21 à la fin du match, parce qu'à côté de lui il a un Joe Mixon à plus de 100 yards qui est juste une boule de nerfs, il s'arrête jamais. Stefon Diggs qui commence à trouver ses marques
Et Tangdell aussi, du coup, qui revient bien avec la blessure de Nico Collins, notamment. Ils en ont besoin, du coup, parce que, voilà, même quand Nico Collins n'est pas là, ça va quand même marquer du TD. Hein. Ouais, c'est assez impressionnant. Hein. Puis bon, comme tu dis, Stroud, il force pas son talent. Mais en même temps, ça tourne bien. Hein. J'avais 1500 yards depuis le début de la saison, 10 TD, seulement 4 interceptions. En fait, il est en année 2, mais tu as l'impression de voir jouer un vétéran qui sait déjà que son équipe, il se gère. Équipe tourne bien. Ouais. Moi, j'ai l'impression qu'il se gère. En mode, ok, l'année dernière, les playoffs, c'était difficile. Là, c'est tranquille, les gars. On maîtrise. J'ai l'impression vraiment, en fait, quand je les vois jouer, les Texans, je les vois pas en difficulté. Je dis ok, les gars, ils maîtrisent. Alors je dis pas que c'est pas arrivé sur la saison, attention quand même, doser, mais vraiment je trouve que dans un match comme celui-là, c'est ok, on est sûr de nos forces, on sait que ça va y aller. Il n'y a pas Nico, c'est pas grave. Il y a Tank, il y a Stéphane, ils sont là, ok, ils vont prendre le ballon. Mixon il va porter, Damon Pierce derrière aussi, il fait 76 yards. Damon Pierce, non mais sérieux, à la course. Je veux dire, au bout d'un moment, et puis là je parle de l'offense, mais la défense vraiment, les pressions que ça met de tous les côtés, non, je trouve ça vraiment très fort. Ils m'impressionnent, à chaque fois je les vois, ils ont déçu peut-être une fois, je reprends leur calendrier là, je sais plus c'était quoi, c'était contre les Vikings, exactement. Et ils ont un peu déçu à ce moment-là, mais en dehors de ça, waouh. Quand tu les vois, tu te régales, quoi. Stroud était vraiment gestionnaire là, sur le début de saison. Enfin, sur le match, il y avait des troisièmes tentatives un petit peu longues. Il te plaçait la balle, mais parfaitement. Et pour le coup, ça se jouait à Foxborough. Il y avait des fantômes de Brady, mais sous un autre maillot, clairement. C'était vraiment bluffant, pour le coup. Et ouais, il y a eu des lancers en tile window. C'était beau. C'était beau à voir. Et quand tu vois le début du match et que tu vois qu'il lance ce genre de flèche, tu te dis, ouais, bon, ok, la soirée va être longue. Quoi. Tu peux rien faire quand le QB il est dans sa zone comme ça. Et tu dis, les stats, elles sont pas ouf parce qu'il fait 20 sur 31, 192 yards. Mais franchement, aller regarder ses lancers, c'est magnifique à voir parce que c'est fluide, c'est ouais. Gestionnaire en année 2, quoi. C'est juste ouais, c'est ça. Mais comme les stats sont pas extravagantes, j'ai l'impression qu'en fait personne viendra le mettre en comment dire, QB de la semaine, tu vois, je veux dire, au jour offensif de la semaine, pardon, ou quoi que ce soit, parce qu'en fin de compte, il n'y a rien d'extravagant. Mais par contre, en fait, le travail, le gars, c'est ok, tu veux dire quoi? Il n'y a rien à dire. CJ, merci encore. Bonne soirée à toi. Je ne sais pas quoi lui dire. Et puis là, de toute façon, sur le match, voilà, il y a eu un écart assez rapide. Il y a eu 14-0, puis 20, 21-7. Donc après, oui, le jeu veut qu'il y ait plus du jeu de course que du jeu de passe, donc c'est logique aussi. Mais ouais, il a été vraiment impressionnant, franchement. Une sérénité à toute épreuve, c'est juste hallucinant à son âge et sur le pédigré qu'il a actuellement. Après l'attaque inarrêtable, nous avons la défense infranchissable chez PA, puisque tu vas parler des Steelers. Ouais, les Steelers qui du coup ont bien rebondi après les 2 dernières défaites, on se posait un petit peu des questions. Alors effectivement, c'est contre des Raiders qui sont en totale perdition. Pour ceux qui ont vu le match, c'était, on va repréciser, hein, c'était bien dans le stade des Raiders, même on voyait que du jaune et des serviettes jaunes. C'était hallucinant. Ils ont fait pour le coup un bon match. Phil a été solide sans plus, parce qu'avec un 14 sur 24, il fait toujours ses 2 TD à la course. Quoi. C'est vrai que ça aide aussi une attaque forcément. Une défense qui a fait un seul sac, mais qui a continué à mettre une pression encore impressionnante et à provoquer surtout pas mal de pertes de balles, puis des fumbles. Et puis on verra ce que ça va donner, parce que pour le coup, on parle de ce match-là, mais on a appris là avant le début de l'émission que Russell Wilson prenait des reps avec la première équipe. Donc est-ce que ça annonce le fait qu'il va récupérer le poste de QB1 sur là ou les prochaines semaines? C'est une affaire à suivre. Est-ce que Tomlin en a marre aussi de voir Fields rater des passes, on va dire, simples, si on peut dire. Ça reste de la NFL, mais voilà, c'est quand même à suivre, parce que quand tu as une équipe qui tourne, changer le poste le plus important en attaque, je trouve ça un peu couillu. Donc on va voir ce que ça va donner. Ouais. Bah, tu dis couillu, j'ai envie de te dire, s'ils perdent les 3 prochains matchs avec Wilson, on dira stupide, mais bon, on va pas se laisser orienter par le résultat. Je peux comprendre en termes de jeu le choix de mettre Russell Wilson. Tu dis que c'est peut-être un passeur plus accurate que Fields, que tu vas peut-être mieux exploiter Pickens, Austin, Freiermuth, enfin les cibles que tu as.
Mais en même temps, je pense que Fields, il impose un peu plus de peur que Russell Wilson, quoi. Ouais. En fait, on en revient à ce qu'on a dit au début de l'émission sur Jackson. Exactement. Ça oblige une défense à respecter le jeu de course de Fields, obligatoirement. Donc, ça va mettre beaucoup moins de personnes dans la boîte pour anticiper le fait que Fields, il peut très bien s'échapper sur les extérieurs. Donc, et ça sera moins le cas avec Wilson. Donc, où tu mets tout le monde et tu mets moins de personnes dans le backfield parce que tu te dis que Fields n'est pas capable de compléter une passe. Mais moi, je suis pas sûr que ce soit vrai. Donc, je sais pas. En plus, j'ai pas l'impression que c'est rendre service à Russell Wilson s'il commence un premier match, un deuxième match, et puis qu'il y a une défaite, 2 défaites, alors que tu étais en 4-2. Oh là là, vraiment, j'ai l'impression que c'est mauvais calcul, quoi. Je trouve le timing horrible pour le faire. Pour l'instant, ce ne sont que des reps à l'entraînement. Mais si c'est pour lui donner les commandes de l'équipe dès ce week-end, honnêtement, je suis pas fan du tout. Peut-être que je me trompe totalement et qu'en fait, pendant l'intersaison, eux, ils ont vu des trucs où ils se disent non, mais en fait, Russell Wilson et George Pickens, ils partent en vacances ensemble, ils sont main dans la main, ils se font des balades dans des prés. Enfin, peut-être que ça marche hyper bien entre eux, hein, mais je suis pas convaincu du move. S'il devient un move sur le terrain. Surtout que la semaine prochaine, c'est contre les Jets le match. Donc, ouais, ça. En même temps, tu te dis bon test, quoi. Tu peux éprouver le concept directement. En top équipe, je vais finir avec la mienne. J'ai changé à la base, j'avais mis les Texans et on a eu une petite discussion en off. Et j'ai décidé d'assumer ma réflexion jusqu'au bout et de mettre les Bears. J'ai eu du mal à dégager une top équipe cette semaine parce que, comme je vous disais, et du coup je partage ma réflexion à tous nos auditeurs et spectateurs, je trouve pas qu'une équipe ait vraiment dépassé ce qu'on espérait d'elle. Et en fait, en me faisant la réflexion derrière, je me suis dit, en fait, c'est peut-être bien les Bears qui l'ont fait. Alors, battre ces Jaguars, c'est pas non plus l'exploit de l'année. Les Bears sont à 4 victoires, c'était pas les 4 matchs les plus durs à gagner, mais quand même. On parle d'un QB rookie très très attendu, qui va jouer à Londres, qui est quasiment le stade des Jaguars, puisqu'ils viennent y jouer tous les ans. Enfin, en tout cas, ils ont des repères. Caleb Williams n'a pas de repères comme peuvent l'avoir d'autres joueurs déjà qui ont l'habitude de voyager, d'enchaîner ses matchs. Et j'ai trouvé leur prestation, somme toute, très correcte. La défense, on savait qu'elle tournait bien. C'est presque l'attaque qui a rassuré. Alors, tout n'est pas parfait. Caleb Williams a des bien meilleures armes que de nombreux QB de la Ligue. Hein. On parle quand même d'un trio de receveurs avec DJ Moore, Keenan Allen et Rome Odunze, donc des profils différents, ultra complémentaires, de l'arme partout, même Colkmet, même le jeu au sol, Swift, il a l'air de renaître un peu. Tu te retrouves avec un Khalil Herbert qui est RB3, donc voilà, il y a du matos. Mais quand même, comme tu le disais tout à l'heure, PA, c'est pas anodin de passer des points en NFL. Ils en ont passé 35 sur un match délocalisé. Voilà, je voulais souligner cette perf des Bears et hâte de les voir contre une équipe qui va les challenger un peu plus. En fait, j'ai hâte de voir leur première victoire un peu signature, hein, puisque pour l'instant, ils ont vraiment battu des équipes qui étaient soit de leur niveau, soit inférieures à elles, ou en tout cas, ils ont battu personne, où on se disait aucune chance pour les Bears, et c'est l'exploit de l'année, quoi. Donc voilà. On l'a dit en off, hein, mais la semaine prochaine, ils sont en bye, et dans 2 semaines, c'est contre les Commanders. Donc, ça sera un beau match à suivre. Oh, le duel Caleb Williams, Jaden Daniels. La NFL, je crois, a switch le match. À la base, c'était un match prévu à 19h, enfin 18h, parce qu'il y aura le changement horaire. Et du coup, ils l'ont mis à 9h30 chez nous. Donc, un équivalent de 22h30 s'il n'y avait pas eu de décalage horaire. Enfin, le changement d'heure. Donc, ils l'ont rebasculé sur un autre tranche horaire pour avoir plus de visibilité. Je donne mon prono, victoire de 15 points des Commanders et un Jaden Daniels à la fin du match qui dit c'est moi le boss de cette QV. Voilà. Moi, je vous l'annonce comme ça. Commanders, il va dire you like that. Allez, on va passer du côté des mauvais élèves avec les flops. Et du coup, Trey, je te laisse parler de ton même préféré. Bah oui, alors moi je vais parler des Cowboys. Je vais parler des Cowboys parce que là tu prends une rouste quand même. Tu prends une sacrée rouste, donc
Ouais, j'ai plusieurs arguments en vrai. Déjà, je suis un G-man, donc forcément, parler de Dallas en mal, ça, je sais faire. Ensuite, bon, j'ai fait l'allusion tout à l'heure, un petit mème qui est sorti, Dak Prescott. Voilà, je pense que c'est plutôt moi sur le terrain. Je pense que j'aurai le niveau de Dak Prescott aujourd'hui. À mon avis, je suis pas sûr que je ferai pire que ça. Non, voilà, je trouve qu'il n'y a rien qui a été, blague à part, sur le match. Je trouve que les Cowboys sont très loin de ce qu'ils devraient montrer. Alors, on peut parler des absences, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, mais tu ne peux pas avoir une renommée comme celle des Cowboys et une ambition comme celle des Cowboys et te faire rouler dessus deux fois en l'espace de combien 4 semaines, c'est ça, en l'espace d'un mois, puisqu'ils se sont fait manger par les Saints. Ouais, c'était il y a un peu plus d'un mois. Donc, mais bon, en presque un mois, tu prends quand même 2 sacrés roustes. Voilà. Est-ce que Jerry Jones va revenir nous voir en disant non, mais on en a parlé. Bon, bah voilà, ils ont été meilleurs. On va se mettre au diapason et ça va aller mieux. Parce que là, franchement, ça va toujours pas mieux, les gars, quoi. Il faut faire quelque chose. Et je dis ça en tant qu'amateur de football parce que moi, à la rigueur, qu'ils fassent rien, bon, ça m'arrange. Hein. Quoique ça dépend, s'ils arrivent à être plus mauvais que vous et que du coup ils sont plus hauts à la draft, ce serait dommage. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai qu'on a un QB à aller chercher. Donc s'il te plaît, Dak, on se met au boulot là. Voilà. Il est temps. Assure les 7 victoires que les Giants n'iront pas chercher. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Laissez-nous dans le fond de classement, s'il vous plaît. On va aller se battre avec les autres éclopés de Cleveland ou Jacksonville. Et puis voilà. Le PH, je vous ai respecté. Merci beaucoup. Alors que, franchement, je me mets dans le même panier. Hein, vraiment. En parlant d'éclopés, PH, je suis obligé de te passer la main. Équipe qui est peut-être ma plus grosse déception, pas que de cette semaine, mais en fait des 3-4 dernières semaines où ah là là, il y avait eu un début d'allumage et là je suis frustré, mais je te laisse en parler. Ouais, moi j'ai envie de parler des Arizona Cardinals parce que oui, effectivement, il y a eu 2 victoires en intra-division, mais sinon le reste, c'est pas beau. C'est pas du tout beau ce qu'on voit. On espérait une progression par rapport à l'année dernière. Bah, là, on est rendu à un point où on se demande s'ils vont faire un meilleur bilan cette année que l'année dernière, en fait. Donc c'est vraiment bizarre ce qui se passe. Alors, il y a des blessures un petit peu comme toutes les équipes, mais sur la ligne offensive. Moi, je trouve la défense, mais absolument transparente, fantomatique, tout ce que tu veux, nul en fait, grosso modo. Le meilleur sacker, c'est Denis Gardek avec 3 sacs sur l'année. Tu te dis, c'est pas mal. Il l'a fait sur un seul match. Le reste, c'est un sac. Donc, vraiment, la défense, elle est nulle part. Alors, il y a leur rookie Robinson qui est encore blessé parce qu'il est sorti d'injury reserve, mais il s'est refait mal à la cheville. Donc, on ne sait pas si on va le voir d'ici peu. Marvin Harrison, on en attendait monts et merveilles, et je le trouve un peu fantomatique. Il a fait un super match contre les Rams, mais depuis, il s'est un peu éteint, et le pauvre, il est sorti aussi sur commotion au milieu du deuxième quart-temps. Donc ça il s'est littéralement éteint, du coup. Oui, il s'est littéralement éteint. Ouais. mais ouais, je trouve leur saison, pour le moment en tout cas, extrêmement décevante. C'est pas qu'on en attendait un prétendant au playoff, mais on attendait quand même une certaine amélioration par rapport à ce qu'on avait vu l'année dernière. Et moi, je trouve qu'ils sont en train de régresser parce que même sur le contenu des matchs, je trouve ça beaucoup moins intéressant cette année que l'année dernière. L'année dernière, ils étaient accrocheurs, ils étaient chiants à jouer. Là, les Packers, ils leur mettent un 34-13 quand même, quoi. Donc, ok, les Packers, ils sont bons cette année. Je remets pas du tout en cause le talent de l'équipe. Mais ouais, où est cette niaque, où est cette énergie, cette envie de la part des Cardinals, je sais pas. Donc voilà. Vivement que certains blessés reviennent, je pense. Mais pour le coup, ouais, la défense, on rappellera quand même que le head coach était le coach défensif chez les Eagles, donc il est censé avoir cette appétence-là. Et pour le coup, autant l'année dernière, ça se voyait, autant cette année, c'est pour moi le néant et c'est un peu dommage. La défense, elle est terrifiante parce que, comme tu l'as dit, les Packers, ils passent 34 points. Je vais pas faire le haters parce que c'est un joueur que j'attends de revoir. Hein. Mais certaines des passes de Jordan Love qui arrivent à destination et même certaines passes de TD, il a de la chance de pas jouer une équipe avec ne serait-ce qu'un cornerback qui sait suivre un ballon. Hein. Il a eu des lancers qui étaient très hasardeux, mais les défenseurs des Cards, oh là là, c'est... Vraiment, allez voir les actions, allez voir les passes complétées par Jordan Love. Toutes les passes sont vraiment pas toutes géniales, quoi. Et j'ai rien contre lui parce qu'en plus il a des bons receveurs. Moi, cette attaque, j'aime bien. Il y a beaucoup de variété et tout.
Mais là, il est vraiment aidé. C'est déception, frustration. J'ai pas les mots. J'attendais pas des playoffs. J'attendais pas 10 victoires des Cards. Mais comme tu l'as dit, PA, c'est dans le contenu. Tu as l'impression qu'il n'y a rien. Et des deux côtés de la balle. Limite, j'étais content de voir un peu plus de Trey Benson cette semaine, du coup, commencer à le voir courir un peu. Je trouve ça bien, quoi. T'as pris un running back, je crois, au 3e tour. Et fallait le faire parce que Connor, il commence à avoir du kilométrage. Mais waouh, si tu te mets à te réjouir de ça, c'est vraiment que t'attends la prochaine draft, quoi. Ouais, mais pourquoi en fait il y a tellement de trous, il y a tellement de vides que. Bref, là on extrapole un petit peu sur la off-season, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant parce qu'ils ont quand même investi malgré tout cette année à la draft parce qu'ils avaient beaucoup de pics. Et tu as du mal à voir quelque chose ressortir là où, si on peut faire un parallèle, les Commanders avaient aussi pas mal de pics à la draft. Et pour le coup, il y a des joueurs qui s'en sortent bien. On va mettre de côté évidemment Jaden Daniels, mais un mec comme Luke McCaffrey. Moi, j'avais dit quand on a fait le bilan intersaison que je trouvais ça un petit peu bizarre qu'ils aient au moins parce qu'ils sont montés à la draft pour aller le prendre et c'est ça qui m'avait fait un peu tiquer, mais pour le coup ce qu'il fait sur le terrain, écoute, je crois qu'il a 12 sur 12 avec Daniels en fait, sur 12 targets il a capté 12 ballons quoi, donc le mec fait le taf, c'est un très bon route runner, donc voilà, c'est des mecs un peu d'impact, je dirais d'impact moyen, mais d'impact sur un terrain qui va te faire avancer des chaînes à un moment donné, qui va te prendre 2-3 ballons par match. C'est ce genre de joueur dont tu as besoin une attaque. Et là, l'attaque des Cardinals, ils ont pris Harrison, mais à côté, heureusement qu'il y a Mike Bright qu'ils ont pris il y a quelques années, parce que c'est le néant, même offensivement, c'est un peu le néant, quoi. Donc vraiment décevant cette année, je m'attendais à mieux que ça. Écoute, dans les équipes décevantes, moi, dans ma flop équipe, j'ai mis une équipe qui a gagné son match. C'est pas habituel pour moi. J'aurais pu aller taper sur une équipe qui a perdu. Mais comme je l'ai dit, j'ai eu du mal à dégager une top équipe et c'était du coup pareil pour les flops. J'ai mis les Eagles qui ont battu les Browns 20-16. Et franchement, galérer à battre ces Browns-là, je trouve ça dramatique. Mais vraiment, je trouve la perf des Eagles dramatique. Ce match, j'ai pas peur de le dire, c'était probablement le pire de cette semaine et un des pires depuis le début de la saison. Il y avait... Si, allez, t'étais content de revoir AJ Brown en bonne santé et de le voir catcher des passes de Jalen Hurts. Mais heureusement sinon, qu'il était là. Bah ouais, heureusement qu'il était là. Même Sakwa n'a pas été très inspiré. Alors, les Browns, c'est ridicule. La défense fait quand même le taf. Au bout d'un moment, elle finit par céder parce qu'elle est sur le terrain 45 minutes par match, tellement que l'attaque fait rien. Mais Deshaun Watson, il est dramatique. On lui a rajouté des armes, il arrive à rien. Qu'il y ait des mecs sur sa O-line ou pas, ça change pas grand-chose. Jérôme Ford, malheureusement, si la ligne est moins performante et qu'il n'y a pas de jeu de passe, il avance pas non plus. Du coup, il est sorti blessé. Tu te retrouves avec Foreman, qui était que le RB3 dans la hiérarchie, à devoir porter les ballons. Il y a absolument rien qui va dans cette équipe. Et en plus, tu es bloqué. Tu es bloqué. Si vous voulez le détail des calculs, il y a plein de bons sites qui le font. Ou, encore une fois, rejoignez le Discord. Alex a eu la discussion avec je ne sais plus qui sur le Discord, mais il a bien détaillé l'impact du contrat de Deshaun Watson sur le salary cap des Browns, globalement jusqu'en 2026-2027. Ils sont dans une situation, ils sont tellement bloqués avec ce contrat, j'en suis à me demander s'il ne faut pas lâcher absolument tous tes bons assets joueurs pour en fait prendre des rookies qui vont apprendre pendant 2-3 ans. Genre, là, tu sacrifies plus une année, tu sacrifies jusqu'à 2027 et tu as tellement d'assets et de jeunes que tu essayes que dans le lot, il y en ait quelques-uns qui percent et dans 3 ans, et ceux qui auront percé seront une base nouvelle et saine après le départ de Watson. À part s'il y a une affaire qui permet de rompre son contrat, les Browns sont bloqués. J'ai rarement vu une situation contractuelle dans le sport américain, et pourtant, alors je ne suis pas tous les sports, il y a peut-être des exemples en hockey ou en baseball. En NBA, il y a eu un sacré paquet de mauvais contrats signés, mais alors, du niveau de celui-ci, c'est incroyable. Et du coup, j'ai totalement dérivé. Je voulais parler des Eagles, mais en fait... En fait, c'est les Browns, la flop équipe. Oui, voilà. En fait, mais ce qui est dramatique, du coup, c'est que les Eagles, ils galèrent, ils gagnent de 4 points contre cette équipe. Il n'y a rien de rassurant chez eux. C'est dramatique. Mais du coup, je continue ma digression et je vous fais une suggestion. Selon vous, est-ce que ça pourrait être pertinent, je te donne la parole en premier trait,
de trouver, ça se trouve, il n'y a pas de preneur, mais de trouver une équipe qui prendrait le contrat de Deshaun Watson, mais pour t'en débarrasser, tu lui accroches soit en premier pick, tu donnes Watson et un pick en fait. Genre, en fait, tu n'as pas Watson contre une compensation, tu donnes Watson et un pick ou Watson et un autre bon joueur, tu vois. Mais pour te défaire du contrat de Watson, est-ce qu'on n'en est pas à devoir songer à des solutions comme ça? C'est délicat parce que ils ont quand même donné énormément pour avoir Watson et d'ailleurs la direction des Texans les remercie encore il y a peu de temps à ce sujet. Donc ouais, j'ai pas le détail du contrat, c'est ce que j'essaie de regarder. Moi j'ai pas vu ce qui s'était dit là-dessus. Mais effectivement de toute façon c'est un gars qui coûte cher quoi. Ouais, en fait, jusqu'en 2026, t'es vraiment coincé de ouf, et en 2027, tu commences à avoir une petite bulle d'air qui apparaît au-dessus de ta tête, mais t'es pas encore safe, quoi. Il a signé, je crois, un contrat garanti pour 5 ans il y a 1 ou 2 ans, donc avec la masse d'oseille garantie, quoi. Ouais, le problème que tu vas avoir à tout ça, de toute façon, c'est que là, tu dis t'es bloqué, mais j'ai même pas l'impression que ce soit simplement Deshaun Watson qui te bloque. J'ai l'impression que c'est l'effectif qui ne va pas. Je veux dire, bon, bah là, on va enchaîner ensuite sur le sujet, donc je vais pas trop en parler d'Amari Cooper, mais je pense que ça fait partie des choses, en fin de compte. T'es obligé en fait de te séparer de certains gars, t'es obligé de faire un ménage et de repartir, et c'est triste en fait, c'est triste d'être encore à Cleveland et de se dire encore on rebule les gars. Franchement on a l'impression que c'est tous les 3 ans, c'est le même leitmotiv. C'est délicat, mais là ouais, je regarde le cap hit, effectivement c'est colossal en fait ce qui se passe sur l'impact du contrat. Ouais, non, L'année prochaine, c'est 46 millions. Attends, c'est réel ça ou... Ouais, ça va pas... Attends, les 2 prochaines années, c'est 46 millions. Ouais, ce qui touche, et en plus, en impact dans ton salary cap, je maîtrise pas aussi bien les mécaniques, même si on a notre ami France Salary qui a fait de nombreux épisodes avec Alex et moi. Alex a bien mieux saisi la mécanique que moi, et c'est pour ça que je disais que son post dans le Discord était excellent à ce sujet. Mais ouais, globalement, avec Watson, tu es verrouillé, tu n'as pas de marge de manœuvre. Tu en parlais, on peut en parler. Ouais, parce que tu peux même pas le couper. Oui, tu peux pas le couper parce que sinon la dead money est énorme. De toute façon, on a terminé les flops équipes. Il y a Amari Cooper qui a été tradé quelques heures avant que nous enregistrions cet épisode, qui a été tradé aux Bills. Mais c'est là, moi j'avais cette réflexion en tête depuis plusieurs jours où je me suis dit, mais est-ce que pour faire ton ménage, tu sacrifies pas des assets pour te libérer du contrat de Watson contre une équipe qui n'a pas d'horizon à 2-3 ans? Il y en a une ou deux qui pourraient vouloir récupérer des pics. Il y a les Raiders. Enfin, je regarde sur le cap space. Je pensais aux Raiders. Les équipes susceptibles de pouvoir encaisser, je dirais, son contrat, il y a les Raiders et une équipe sans QB, évidemment. Donc, il y aura les Patriots 101, mais apparemment, ils ont un QB maintenant. Il y aura les Raiders 102, et puis derrière, c'est que des équipes qui ont un QB affirmé. Tu as les Cards, les Commanders, les Lions, les Vikings, les Chargers. Il y aura bien les Steelers. Pour mon avis, c'est pas le genre de la maison de tenter ce genre de pari avec avec ce type de joueur. Mais au-delà de ça, s'il avait montré des flashs, tu vois, pourquoi pas? Il y a une équipe qui tenterait le coup en disant vas-y, je vais essayer de le relancer, mais là, il montre strictement rien. Donc, en fait, c'est uniquement le prendre pour avoir des assets, mais après, cette équipe-là serait aussi bloquée sur 2 ans avec le contrat. Ouais, mais impossible à tenir. Tu vois, si entre guillemets, t'as pas d'horizon, est-ce que ça vaut pas le coup de prendre Watson? C'est un message de merde que t'envoies, c'est impossible. Ah oui, ça, je suis d'accord. Pour une équipe, pour une fanbase, pour tout ce que tu veux, c'est impossible d'envoyer ce type de message, tu peux pas. Est-ce que en termes de divertissement, simplement, on n'a pas envie de voir Deshaun Watson à Las Vegas, comme vous venez de le dire? Ils mettent une clause dans le contrat, dans les 2 semaines, t'inquiète pas qu'il est plus dans l'équipe. Deshaun Watson à Las Vegas, je pense que la rupture de contrat, elle se fait avant la mi-saison. Tu sais, on dit toujours le plus important, c'est qu'on parle de toi, en bien ou en mal, peu importe. Le plus important, c'est qu'on parle de toi. Voilà, on y est. Non, mais pour revenir au sujet sérieux, je vois pas aujourd'hui, enfin les Browns se sont tirés une balle dans le pied avec ce truc-là. Je vois pas comment, avec cet exemple qu'ils viennent de donner à la ligue entière, tu vas
tu vas avoir quelqu'un derrière qui va suivre ça, tu vois, en disant « Ah là là, ils se sont plantés, venez, on fait pareil ». Ça me paraît improbable. Non, Donc, justement, pas se dire, on fait pareil. Se dire, mais comme PA l'a dit, c'est vrai que c'est un mauvais message, mais si tu te détaches de cet avis de supporter et que tu penses en termes d'assets, si tu dis, typiquement, je reprends l'exemple des Riders, c'était les Riders, tu dis, OK, nous, on vous débarrasse de Watson parce que vous avez une équipe pour gagner tout de suite. Nous, enfin, en tout cas, si on parlait d'un Watson en top niveau, quand sur la O-line, ils sont tous en bonne santé, on a chez les Browns une O-line top 5. On a une défense qui est hyper solide. On a des playmakers en attaque. Donc, tu peux te dire que avec allez, un ou deux joueurs de rotation sur la O-line et un QB, tu as une équipe, voilà. Tu te dis, je peux aller en playoff, je peux embêter des équipes. Si derrière, tu leur dis, OK, vous les gars, la porte, elle est bientôt fermée, il faut tenter le coup maintenant. On vous prend Deshaun Watson, par contre, on vous prend votre first, votre second et un second dans 2 ou 3 ans. Moi, tu vois, je suis GM des Riders, je me pose la question. Et puis, de toute façon, derrière, je paye une petite fille de joie et puis je l'envoie dans la chambre de Deshaun Watson. Hein, j'ai envie de te dire, on force un peu la rupture. on n'est plus à une plainte près. Hein. Non, mais voilà. Non, mais voilà, ce que je dis, c'est. Ce que je dis, c'est moche, mais en vrai, n'importe quel GM qui va avoir un joueur problématique maintenant va vouloir s'en débarrasser par tous les moyens. Genre, il y a vraiment tu vois, moi, je veux rebondir sur ce que tu dis, juste parce qu'en fait, tu es en train de dire, limite, il faudrait donner Watson avec des pics. Ouais. Mais ok, mais en fin de compte, si les Browns, ils donnent Watson avec des pics, ils font quoi derrière ? Ils jouent aux billes. Genre vraiment. T'as plus rien en fait, tu peux plus faire rentrer de nouveaux joueurs, tu peux pas compter sur la draft parce que t'as donné des pics pour te débarrasser d'un mec qui monopolisait de cap space. Je pense que tu règles pas le problème. Hein. Donc, tu donnes tes top picks, mais après rien ne t'empêche si tu veux récupérer des assets, tu vois, de faire des moves un peu marginaux. Typiquement, j'ai plus la contrepartie en tête pour Amari Cooper, mais tu vois, tu as des assets entre guillemets remplaçables si tu le fais de façon intelligente. Ils ont fait venir Jerry Jeudy et Elijah Moore pour que dalle. Oui. Tu vois, tu peux typiquement, tu peux un peu jouer comme ça à la marche. Je te dis pas que c'est la situation idéale. De toute façon, les Browns ne peuvent pas être en situation idéale. Mais voilà, c'est la petite idée qui venait dans ma tête. Je sais qu'en NBA, c'est un truc qui se fait d'allouer un pic de draft à un mauvais contrat pour s'en débarrasser. J'en suis venu à me demander si c'était pas la moins mauvaise solution, parce qu'il n'y a pas de bonne solution pour les Browns actuellement. Allez, on va clore ce sujet Browns. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire parce que c'est une situation, je suis pas sûr qu'on l'ait vu de si nombreuses fois dans l'histoire de la NFL, d'être bloqué aussi longtemps avec un contrat d'un joueur qui n'apporte plus et qui en plus a une image horrible. Donc voilà, hyper curieux de savoir ce que vous feriez à la place du front office des Browns. Autre trade énorme qu'il y a eu, puisque Amari Cooper n'est peut-être pas le meilleur receveur à avoir bougé aujourd'hui. Aaron Rodgers a dit hop, moi les glissades de Mike Williams, je n'en peux plus. Ramenez-moi ma cible préférée, Davante Adams, débarque aux Jets. Ce qui en fait une menace supplémentaire avec Garrett Wilson et Allen Lazard qui passent dans un rôle de receveur 3. Waouh, PA, c'est dans ta division, je vais te laisser la main là-dessus, mais qu'est-ce que tu penses de ce move ? Sympa cette équipe des New York Packers. Ils jouent en vert, ils sont pas dépaysés. Je te jure. Pour moi, ça règle pas le souci du point faible de l'offense, qui est la ligne offensive. S'ils avaient amené un joueur de ligne offensive qui permettait de solidifier tout ça, ouais, je serais un peu plus rassuré pour eux. Là, Adams, je pense qu'il va plus vampiriser les ballons qu'a pu avoir Wilson sur les derniers matchs, et c'est tout. À voir ce qu'il va apporter, parce qu'on ne l'a pas vu sur le terrain depuis pas mal de semaines maintenant. J'attends de voir la réaction de Garrett Wilson, personnellement, parce qu'il était censé être l'une des pierres angulaires du projet Jets au moment de sa draft, et a raison, parce que c'est un receveur extraordinaire. Et là, il est clairement mis de côté par Rodgers, ou par le front office, ou par qui tu veux. Donc, j'ai pas le sentiment que c'était le chaînon manquant pour les Jets pour pouvoir gagner. Ils sont pas si loin non plus de gagner des matchs. Comme tu l'as dit, le match contre les Bills, franchement, s'ils le remportent, il n'y a pas de scandale, bien au contraire. Et offensivement, ils ont réussi à bien avancer. Mais écoute, si ça fait plaisir à Rodgers, pourquoi pas. J'ai pas dans l'idée que ce soit ça qui les fasse
step up, qui les fasse gagner la division et qui les fasse être encore plus contender que dans l'esprit de certains ce qu'ils étaient déjà, quoi. Donc voilà, j'attends de voir sur le terrain surtout comment ça va se concrétiser. J'ai plus l'impression que ça va être contre-productif pour Wilson qu'autre chose. Donc, parce qu'on connaît aussi Rodgers, comment il est. Hein. Quand il a ses receveurs en tête, il aime bien les cibler. Et pour le coup, tu parlais de la glissade de Mac Williams. Il a dit je ne sais pas si c'est en conférence de presse ou c'est dans le podcast de l'autre punter, là, mais qu'il a dit que c'était de la faute de Mac Williams, l'interception, parce qu'il avait fait un mauvais tracé et que voilà. Sacrée ambiance. Donc je pense que Williams, lui, il est clairement sur la liste des trades aussi, ou qui va se faire cut, on ne sait pas. Mais ouais, Oui, je crois que l'info est sortie genre peut-être 1 heure après où on a vu Mike Williams disponible pour un trade. Non, mais après tu parlais ligne offensive, ne t'inquiète pas, dans une semaine, il signe David Bakhtiari. Un joueur qui connaît les Aaron Rodgers et les maillots verts. Tous les problèmes vont se régler, ne t'inquiète pas. Ils pourront bientôt faire appel à Mike McCarthy, hein, je pense. Moi, je suis assez d'accord quand même avec PA sur le fond, juste pour dire, parce que ça n'apporte rien à l'équipe, vraiment. En fait, Davante, franchement, depuis que j'ai vu la série Receveur sur Netflix, Davante, je l'aime d'amour, parce que je trouve que le gars, il a son côté papa là. Moi, je suis tombé amoureux. J'ai dit non, mais vraiment, ce gars, il est génial. Je dis ça en tant que papa, forcément, c'est pour ça. Mais je pense que ça ne va rien apporter à New York. Ils ont déjà Lazard et Wilson qui fait déjà le boulot. T'es peut-être pas satisfait de Mike Williams, ok, mais t'as d'autres joueurs, t'as d'autres jeunes que tu peux aller chercher et tout. Je pense que juste le bon coup, c'est que ça leur coûte rien. Parce que c'est quoi ? C'est un 3e tour. Et le conditionnel pour que ça se transforme en 2e, c'est qu'ils finissent soit en Team All Pro 1 ou 2. Autant te dire que quand t'as loupé 6 matchs déjà, voilà. Et puis, il y a aussi une condition, c'est... Ou Super Bowl. Ouais, c'est ça. C'est qu'ils avancent dans les playoffs ou qu'il aille au USB. Non, mais... Ouais, s'il est dans les 53 dans l'équipe et que les Jets... Ouais, s'il est actif. Voilà, s'il est actif, ouais. Finale de conf ou Super Bowl, ouais. Ça n'arrivera jamais parce que vu l'histoire comment elle est partie pour les Jets, enfin je pense qu'on les verrait pas. Je suis désolé pour les supporters des Jets et tonton Latrell, mais à mon avis les playoffs il va falloir oublier et du coup un peu tôt. Non, pour le coup, j'ai regardé. J'ai pas vu le calendrier. Ils ont un calendrier beaucoup plus abordable sur la deuxième partie de saison. Ils vont avoir là 2-3 matchs compliqués, parce que je crois qu'il va y avoir les Texans à un moment donné. Il y aura le retour contre les Patriots, savoir ce que ça va donner, toujours la même chose. Mais sur la fin de saison, c'est beaucoup plus abordable. Ils rencontrent 2 fois de mémoire les Dolphins, savoir dans quel état ils seront. Une fois les Bills. Donc voilà, non, franchement, c'est plutôt abordable. Il y a un espoir pour eux de playoff quand même en étant... mais t'as quand même un changement de coaching staff, c'est pas rien, tu vois. T'as Aaron Rodgers qui a toujours autant de travers. Moi, je suis désolé, je continue sur ce que je dis, et on l'a vu encore sur ce match contre les Bills, sur la fin de match. Il envoie des saucisses, genre vraiment. La fin de match, il a lâché le truc. Je pense qu'il était fatigué et que du coup, il n'envoie plus. Et ça, c'est typiquement ce que je disais il y a quelques jours de ça. Je pense que le gars, il est juste fini parce qu'il est cramé. Donc, il va avoir des fulgurances. Le ballon qu'il envoie merde, j'ai oublié, c'est Lazard, je crois, qu'il prend là juste entre le défenseur, le bras du défenseur. Incroyable, genre vraiment. Mais là, c'est du Aaron Rodgers pur juge, il n'y a rien à dire. Il y a des passes comme ça qui partent, c'est un truc de fou. Mais dès qu'il y a un truc, tu sens que ça peut pas tenir sur la longueur. Et je pense pas que ça tienne sur la longueur d'une saison. Voilà. Le truc rassurant, je pense, et ça sera peut-être un petit shift lié au coaching, mais l'utilisation qui a été faite de Breece Hall au sol me laisse penser que, faut remonter la pente, il faut aller chercher les matchs, il faut déjà se qualifier en play-off, mais j'ai l'impression que si les Rouages se mettent bien en route, il va pouvoir jouer à l'économie, et derrière, c'est un peu ce qu'on disait quand on a fait notre top 11 des QB, mais t'as quand même cet espoir de te dire, si t'es les Jets, ok, même si il est clairement pas à son prime, Aaron Rodgers sur 2, 3, 4 matchs, ça peut-être le faire. Je pense qu'il mise tout là-dessus, parce que là où je te rejoins, c'est que oui, on va pas lui demander de lancer 50 balles par match, il va pas falloir traîner derrière dans tous les matchs, et pour lui laisser un peu de temps, je rejoins ce que tu disais, PA, et ce que tu as complété très, faut renforcer cette O-line. Mais là, c'est trop tard. Enfin, ils l'ont renforcé pendant l'intersaison. Et tu vois, tu disais, on va pas faire lancer Rodgers 50 ballons. Il est encore à 35 lancés sur ce match-là, sur un match serré, quoi.
À son âge, enfin, sincèrement, et je rejoins très, en plus, je l'avais en tête, cette idée-là. Je l'ai trouvé fatigué sur la fin du match. Je suis d'accord avec Trey complètement. Parce que pour le coup, quand je regardais, parce que je connaissais le score avant de regarder le match, et en fait, je vois la mi-temps, ça donne quoi, un 20 à 17. Attends, ça peut pas se finir en 23-20, c'est bizarre, parce que pour le coup, les attaques, elles avançaient bien. Qu'est-ce qui se passe sur la deuxième mi-temps? Et sur la première mi-temps, ouais, Rodgers, il est précis, il est impressionnant dans la poche, voilà, tu sens qu'il a cette présence-là. Et sur la deuxième mi-temps, plus ça avançait, et plus tu sentais qu'il perdait complètement le fil. Ça, O-line aussi, on va pas se le cacher, que la défense des Bills arrivait à mettre pas mal la pression. Mais c'est bizarre, et du coup, j'avais l'impression que les Jets avaient beaucoup appuyé sur le jeu au sol sur la première mi-temps, et beaucoup plus à la passe sur la deuxième, alors que pour moi, avec un QB qui a cette tâche-là, il faudrait faire l'inverse. Appuyer peut-être un petit peu plus à la passe sur la première mi-temps et réussir à prendre une possession d'avance et ensuite faire du jeu de course, imposer le jeu de course avec Hall et Allen. Et tu vois, Allen, pour le coup, avec le changement de coaching staff, il n'a eu que 3 portées, alors qu'il a quand même été ultra présent sur les précédents matchs. Pour moi, ce serait plutôt l'inverse à réaliser sur le plan de jeu, sur le plan de match. Après, il y a aussi le match, comment il se déroule, évidemment. Mais sur le plan de match, pour moi, il faudrait inverser la tendance ce qu'ils ont fait là contre les Bills pour pouvoir viser plus haut. Et pour le coup, j'avais été assez dur avec eux sur les attendus de playoff, pas playoff. Vu ce qu'ils ont montré sur ce match-là et sur du coup le calendrier qui reste, pour moi, faut pas qu'ils en laissent un en route, quoi. Mais ils peuvent faire les playoffs. Ils peuvent voir bien. Va falloir aligner les étoiles plutôt que les anciens joueurs des Packers. Messieurs, nous allons terminer cet épisode quand même, après des discussions très très intéressantes. Nous nous sommes vachement laissés aller sur ce rewind. On va déjà s'orienter sur le deuxième tiers de la saison régulière avec le Thursday Night Football de la semaine 7. Les Broncos en 3-3 vont sur le terrain des Saints en 2-4. Et je vais commencer parce que je n'ai pas non plus énormément de choses à dire sur ce match. Mais je trouve que c'est un match charnière pour les deux équipes. Déjà, du côté des Broncos, forcément, tu es en AFC, tu ne dois pas être détaché, tu es en 3-3 pour l'instant. Tu as envie de le gagner pour, pourquoi pas, espérer jouer des playoffs. Ça peut être hyper intéressant pour ce groupe qui a de l'expérience à prendre. Et du côté des Saints, tu avais très très bien démarré. Depuis, c'est un peu la bérésina, il y a énormément de blessures, ils sont ultra impactés, mais tout s'écroule après les 2 belles premières semaines. Et tu as envie de stopper l'hémorragie. Et dans ce match particulièrement tendu, tu vas te retrouver avec 2 QB rookies qui s'affrontent, Bonix d'un côté et Spencer Rattler de l'autre. Hyper curieux de ce match. Voilà, moi, je vais juste surveiller comment les quarterbacks vont gérer les reads, vont gérer leur attaque, vont réagir s'il y a des pertes de balles ou quoi. C'est vraiment une histoire de dynamique pour moi, ce match. Et en vrai, je ne pense pas que ce sont des équipes qu'on regardera en post-saison. Donc voilà, c'est vraiment une envie de voir un peu de quel bois sont faits ces jeunes QB. Trey, est-ce que toi qui as parlé de Drake May, un petit mot sur ce match et cette opposition de jeunes QB? Moi je suis très surpris de Bonix depuis le début. Je l'attendais pas en tel niveau. Alors pareil, hein, c'est pas extravagant non plus, attention, mais c'est solide dans une équipe des Broncos. Moi personnellement, je pensais pas qu'ils en seraient là. Enfin, quand tu regardes aujourd'hui ce qui s'est passé, aujourd'hui ils sont en 3-3 en ayant battu les Bucks, les Jets, les Raiders. Ils ont perdu les Chargers, les Steelers, les Seahawks. Ils ont 2 victoires à l'extérieur en plus. C'est quand même pas rien. Non, franchement, du peu que j'ai vu, j'avoue que c'est pas l'équipe que je regarde en priorité, mais du peu que j'ai vu, j'ai trouvé quand même que c'était assez solide, bien plus que ce que je l'aurais imaginé. Et notamment, je me rappelle que j'avais sur les pronostics que j'avais fait avec Anto, j'avais sorti les Broncos face aux Raiders et j'avais dit non, parce que les Broncos, j'ai l'impression que ça va beaucoup mieux que les Raiders en ce moment. Et je m'étais pas trompé. Et je pense que le différentiel il se trouve ici, quoi. Le problème c'est que les Saints ils sont vraiment dans le bad, quoi. C'est le moral, ça descend. Je vois pas comment ils vont réussir à aller chercher véritablement je sais pas, c'est disputé parce que je me rends compte que le match il est à New Orleans, hein. Ouais, c'est ça. Ça peut faire la diff.
Là, tu vois, très indécis. Et je trouve que c'est un match qui est très indécis. À voir Rattler, effectivement, parce que j'en ai pas parlé, mais à voir ce que peut donner Rattler. J'ai pas eu l'occasion de véritablement voir ce qu'il a fait sur son premier match. Juste, j'ai vu que c'était pas archi dégueu et que c'était pas forcément pire que ce qu'il y avait. Parce que bon, Derek Kerr, on peut dire ce qu'on veut, on l'aime bien, mais il y a des fois, il a des trous d'air, quoi. Donc du coup c'est pas une mauvaise chose que d'aller tester du coup un jeune comme Rattler plutôt que d'aller prendre le remplaçant. J'ai même plus son nom. C'était Ouais, Jake ouais. Je divague un peu du coup sur ce que je dis, mais ouais, si je devais faire un prono, je dirais Broncos, parce qu'ils ont un peu plus le momentum, j'ai l'impression. Ok, on va laisser la parole au Pat Surtain du front office. PA. Tu Ouais, m'as l'air un peu plus tranché. ouais, non, plutôt Broncos parce qu'ils ont montré des belles choses, notamment défensivement. La ligne offensive des Saints, elle est, tout le monde est blessé là-dedans. Elle tient plus du tout, et pour le coup, Olave est aussi sorti sur commotion, donc pas sûr qu'il fasse le c'est match, vrai. hein, J'avais oublié ça. sur un délai aussi court, pas sûr qu'il fasse le match jeudi. Donc non, ça sera trop pour eux, quand bien même c'est à domicile, mais bon, ils sont sur 2 défaites d'affilée à domicile, donc j'ai pas le sentiment que leur stade soit imprenable. Ouais, moi je vois les Broncos sur la dynamique, effectivement. Les deux ont perdu comme la semaine dernière. On a l'impression que les Broncos ils sont en 5-1, mais non, ils ont bien perdu la semaine dernière contre les Chargers. Mais c'est vrai que ce qu'ils montrent pour le coup est relativement intéressant. Et voilà, je pense que ça va jouer un petit peu au sol, parce que les Broncos ont un peu de mal, mais en même temps la défense des Saints est, je trouve, permissive sur cet aspect-là. Donc écoute, c'est peut-être le bon moment pour les Broncos d'appuyer là-dessus et puis de balancer des petites bombinettes pour Bonix vers ses 6 préférés. Je viens de voir que Rachid Shahid était aussi questionable. Bon voilà, on va revoir Cédric Wilson sur le terrain a priori. Bravo. c'est incroyable. On s'attend à du très lourd. Non, effectivement, du coup, je confirme aussi mon prono plutôt Broncos. Hein. Il y a l'air de pas avoir trop de doutes là. Ouais, je vous rejoins. Je vais dire Broncos aussi sur le prono. J'en profite pour passer un coucou à nos camarades fans des Saints qui nous suivent de très près et dont on aime beaucoup le travail aussi. Le Discord, c'est devenu le Bayou, je l'ai dit l'autre jour. Hein. Ils sont arrivés en nombre. C'est vrai que les fans des Saints menés par Anto sont majoritaires. N'hésitez pas à venir. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, à venir supporter votre équipe, à parler de votre équipe avec d'autres fans dans les différents canaux, ou à venir clasher celle des petits camarades. Hein. Ça fait du bien de temps en temps de balancer un petit tacle. Hein. Moi, je sais que, étant fan des Titans en ce moment, je clash un peu personne, mais... On s'auto-clash. Hein. Exactement. On n'a même pas besoin des autres. Ouais, le trio qu'on est aujourd'hui, les gars, c'est quand même... Attention, hein. C'est quand même quelque chose. Victoires, hein. Qui a le plus de victoires, les Chiefs ou notre trio d'équipe? Je vais aller chercher la réponse vous-même. Les Chiefs. Messieurs, nous avons terminé cet épisode très très solide. J'espère que ça vous a plu. Pour tous ceux qui seront allés au bout, ça valait le coup. Il y avait beaucoup de gros sujets, beaucoup de discussions de fond aussi. N'hésitez pas à laisser un commentaire. Peu importe la plateforme où vous écoutez, encore une fois, sur YouTube, les commentaires sont activés et on y répond. Sur Twitter, quand on poste l'épisode, pareil, on répond. On essaye, quand on y pense, de les partager sur Insta. Vous pouvez y aller aussi, on a tous les accès, et même sur les plateformes de podcast. Je sais qu'Alex est assez vigilant de ce qui s'y passe. Donc voilà, laissez un petit pouce, un petit 5 étoiles, un commentaire, une question. Et pensez à rejoindre le Discord, vraiment, on s'y amuse bien. Et surtout, on est bientôt 700 sur Twitter. S'il vous plaît, pour ceux qui nous écoutent et qui vont aussi sur Twitter, abonnez-vous tous sur YouTube. À partir de 1000 personnes, on pourra commencer à monétiser. Ce qui, à 1000 personnes, n'est pas énorme, mais reste tout de même un apport non négligeable. Donc voilà, n'hésitez pas. Vous, ça vous coûte un clic. Nous, ça nous fait beaucoup de soutien. Quand vous êtes au boulot et que vous faites chier, laissez l'épisode tourner en fond.
Voilà, ça fait des vues, ça fait du watch time. Allez-y, ça vous coûte rien, encore plus sur les PC du boulot, ça vous coûte pas l'électricité. Et nous, ça nous fait plaisir. Messieurs, merci beaucoup. C'était génial de faire cet épisode avec vous. Là, on a eu des bonnes grosses discussions, des bons gros sujets sur lesquels tout le monde va pouvoir rebondir. Merci beaucoup. Bah, de rien, je suis prêt à me faire attraper le col comme d'habitude. Ouais, non, mais moi, comme je dis toujours à la commune, envoyez des hackers après s'il y a des overlays aussi beaux sur les lives, sur les épisodes, les covers des épisodes et tout. Tout ça, c'est le travail de trait. Donc allez-y, balancez un max de love. Et merci beaucoup, PA. Merci à vous deux. Franchement, PA, c'est la caution technique avec Doug. Voilà, vous êtes nos références tactiques. Vous êtes un peu la... Comment je peux dire ça? La caution de légitimité tactique du front office. Puisque nous, avec Alex, nous sommes des passionnés qui posons un œil comme ça, mais vraiment votre apport là-dessus est assez inestimable. Et je prends un gros plaisir à suivre les échanges que vous avez avec d'autres experts, peu importe la plateforme. Donc voilà, toujours un plaisir de faire des épisodes avec vous. Le prochain épisode, ce sera la preview de la Week 7. Je vous annonce ni jour ni équipe, puisqu'à l'heure où nous enregistrons, nous n'en savons absolument rien. Et c'est pour ça qu'il faut rester abonné absolument partout. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et vive le football.